Bonjour à tous, merci pour votre accueil, merci à la fois pour tout ce que vous faites pour les patients, c'est évident, mais je dirais aussi pour tout ce que vous faites pour nous, médecins et chercheurs. En fait, c'est vraiment dans les deux sens. C'est vrai que bien entendu, le but, c'est de nous mettre tous à la retraite le plus rapidement possible, ça c'est évident, mais c'est vrai que pour nous, c'est assez exceptionnel le soutien qu'on a, parce que ça nous permet d'aller toujours plus loin, plus haut, plus fort dans nos recherches, et puis d'entrevoir, ou de moins espérer la guérison. Donc merci à tous, et puis aussi merci à l'AFA et à vous tous, puisque vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on a eu un IHU dédié aux maladies inflammatoires chroniques intestinales, et c'est vrai qu'on a décidé d'emblée de mettre le patient au centre du projet, et c'est vrai que l'AFA joue un rôle clé, au même titre que tous les autres acteurs, ce qui est nouveau. Il y a 20 ans, ce n'était pas toujours comme ça. Alors du sol au plafond, le panorama des facteurs d'environnement dans les MICI, il y en a plein, il y a des choses que vous connaissez, mais je dirais que c'est peut-être une des diapositives les plus importantes, c'est qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, ce sont des maladies des pays riches. Alors, la France est encore considérée comme un pays riche, si je puis dire. Mais c'est quelque chose qui est important, c'est que quand on voit un pays qui se développe, petit à petit, l'incidence des MICI augmente. Ça a été plusieurs publications qui ont été faites là-dessus. Quand un pays est pauvre, il y a beaucoup de problèmes d'infection. On le voit malheureusement en Afrique, etc. Et puis dès que le pays se développe, les maladies immunologiques inflammatoires explosent pour des raisons dont on va pouvoir un petit peu discuter. C'est pour ça qu'il y a des vagues qui arrivent et que nous, c'est vrai que c'est quelque chose maintenant qui existe depuis plusieurs siècles, mais à chaque fois qu'un pays s'industrialise, à chaque fois qu'il se développe, c'est le problème du développement économique de ces pays-là, c'est que ce qui se passe, le revers de la médaille, c'est qu'il y a une explosion des maladies inflammatoires. Donc vous vous doutez bien qu'on se dit que l'environnement y est pour quelque chose, puisque malheureusement un mauvais environnement se met en place qui va agresser l'intestin tous les jours lorsqu'on se développe avec la société de consommation. Je vous mets juste 2 diapositives pour quand même repositionner, vu que c'est le début de la journée, pour vous dire les projections. Donc on est actuellement à 1 Français sur 200. Moi je me rappelle quand j'avais commencé à travailler sur les MICI il y a 2 décennies, on me disait toujours « mais pourquoi tu travailles sur ces maladies de niche ?» Je ne comprends pas. Mes collègues cardiologues, oncologues que j'adore me disaient toujours « mais c'est incroyable ». On donnait des conférences sur la maladie de Crohn. Tout le monde venait nous voir à la fin. « Ah mais qu'est-ce que c'est la maladie de Crohn ?» On a entendu, vous en avez parlé. Ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant, c'est vrai, malheureusement, c'est vrai que ce sont des maladies maintenant, on sait qu'ils touchent 1 Français sur 200. Et la prédiction en 2030, vous le voyez, il y a la France, il y a tous les pays qui sont là, c'est 1 Français sur 100. Donc ça devient quand même urgent d'agir. L'AFA ne peut pas faire plus. Nous, on essaye de faire notre maximum. Pourquoi aussi, et je mets cette diapositive-là parce qu'à mon avis, c'est une autre diapositive qui est essentielle, c'est qu'on s'est beaucoup focalisé depuis un peu plus de décennies sur les traitements médicaux. Les traitements médicaux qui sont coûteux, qui nous ont permis d'améliorer le quotidien des patients. Je dis toujours ce qui a changé par rapport à il y a 2 décennies, c'est que quand on voit un patient dans la salle d'attente, heureusement, souvent, on ne voit pas qu'il a une MICI, ce sont des maladies devenues invisibles, alors qu'il y a 2 décennies, je me rappelle, quand j'étais externe, on voyait les patients qui étaient toujours un impact énorme sur leur santé, on le voyait tout de suite. Et donc les médicaments ont changé les choses, mais il y a un plafond de verre, on est à 20% de rémission complète maximum avec les traitements, même s'ils ont changé, donc il faut aller au-delà, et les approches non pharmacologiques et l'environnement, on doit pouvoir agir et on doit pouvoir faire quelque chose. Je vous ai mis cette diapositive, une autre diapositive qui reflète, je ne veux pas rentrer dans la pathogénie de ces maladies-là, mais je vous ai mis les dates, parce que je pense que c'est essentiel de comprendre ce qu'on a fait au cours des 2 dernières décennies. J'essaie juste que vous puissiez avoir un petit peu tous les messages. Au début des années 2000, il y a eu la génétique, et d'ailleurs, Anne Buisson et l'AFA ne me contrediront pas, ça a été grandement porté par l'AFA à l'époque, qui a soutenu les équipes de recherche pour découvrir, et la France a été encore une fois au firmament de la recherche. Il faut savoir que toute la France, partout en France, tous les CHU et en dehors des CHU, nous sommes leaders mondiaux dans les MICI, et ça c'est quelque chose qui est génial, et grâce à l'AFA aussi, qui est exemplaire à tous les niveaux. Et au début des années 2000, les facteurs génétiques, note 2 qui est arrivé. Alors il y a eu beaucoup d'excitation. On peut reconnaître que le soufflet est un petit peu retombé parce que ça n'a pas changé notre pratique. On sait qu'il y a une petite susceptibilité génétique, on sait que ce ne sont pas des maladies héréditaires et familiales, je dirais fort heureusement, mais il y a une petite composante génétique. Et puis au début des années, et puis en 2010, il y a 10 ans, le microbiote intestinal est arrivé, et là ça a été l'explosion. On a la chance, et vous aurez une conférence d'un des plus grands chercheurs de la planète, donc vous pourrez apprécier, puisqu'il est chez nous en France, qui est le professeur Harry Sokol. Donc il y a 15 ans, il y a eu le microbiote, et puis maintenant, depuis 2020,
Que va être la prochaine décennie? Ça a débuté au début en 2020, c'est l'environnement. Alors, bien entendu, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand vous regardez tout l'environnement, savoir ce qui est lié, quel est le mauvais, la chose qui n'est pas bonne, on est tous convaincus que notre assiette, elle n'est pas parfaite, que la pollution, c'est pas parfait, on le voit avec l'industrialisation, mais c'est la recherche actuellement qui nous occupe tous au quotidien. Et puis pour vous dire exactement la même chose, c'était pour vous donner un peu une perspective historique, c'est qu'au début des années 2000, on a voulu améliorer le quotidien des patients. Donc les biothérapies y ont contribué largement, il faut dire, toute la prise en charge. Puis au niveau 2010, il y a 15 ans, on a lancé ce qu'on appelle les prises en charge précoces, de taper tôt, fort, détecter tout de suite pour pouvoir changer l'histoire naturelle. Et il faut savoir qu'en 2020, le sujet chaud du moment, c'est quoi ? C'est la prévention. Mais la prévention primaire, c'est-à-dire prévenir l'apparition de la maladie, en gros, vivre bien pour préserver son intestin et qu'il n'y ait pas de NITI qui apparaissent. Et si on veut prévenir l'apparition de la maladie, comment peut-on le faire? Uniquement en connaissant les mauvaises choses qui agressent notre intestin au quotidien. Alors ça, c'est un article qui a été fait et qui sera publié dans quelques jours par le professeur Bénédicte Caron, qui travaille également à Nancy. Donc les facteurs de risque, je dirais qu'il y a, voilà, je ne voulais pas vous faire en fait un listing exhaustif en vous disant il y a ci, il y a ça, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ça s'est quand même affiné au cours du temps. Il y a des facteurs de risque, bien entendu. Le tabac, il y a également les antibiotiques dans l'enfance, on y reviendra. Il y a le fait de vivre en ville, hein, on a sous-estimé ça, il y a des belles études qui viennent de sortir qui sont assez géniales. L'utilisation des anti-inflammatoires, beaucoup de choses qui sont discutées. Encore une fois, le tabac, la nourriture ultra transformée, le docteur Jessie Arnon vous expliquera tout ça dans quelques minutes. Et puis les facteurs protecteurs qui sont de mieux en mieux identifiés, comme l'allaitement maternel. C'est vrai que ça paraît tout con, hein, ce qu'on dit, hein. L'allaitement maternel, c'est bien. En fait, on a eu toutes ces marques, tous ces trucs. À la naissance, moi, j'étais impressionné pour mes 4 enfants à la maternité. Tout le monde débarquait. Tenez, le lait de synthèse, le machin, le truc et tout. Tout le monde arrivait. Je disais, mais en fait, l'allaitement maternel, c'est pas trop mal. Et ça permet de prévenir l'apparition des maladies inflammatoires. Bien manger. Les fruits et légumes, hein, vous savez que le pourcentage de fibres dans notre alimentation en un siècle s'est effondré, ça devient catastrophique. C'est vraiment un désastre. On ne consomme que quelques grammes de fibres par jour, alors qu'on devrait être bien au-delà. Donc ça, il faut qu'on le change. Les fruits, les fibres, les légumes, etc. Il n'y a pas de problème, même pendant des poussées, ce n'est pas quelque chose qui pose un problème. Le tabac, l'appendicectomie, on y reviendra. Donc, je dirais qu'on a identifié certaines choses, mais il faut aller plus loin. La diapositive qui est ici, elle est importante. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau concept qui arrive, qui est le concept de tout se passe durant les 1000 premiers jours. Et maintenant, il y a énormément de publications scientifiques à ce niveau-là pour beaucoup de maladies. Tout se passe dans les premiers jours. Lorsque, avant, pendant et après. Même le type d'accouchement. Pour en discuter avec le professeur Sokol, mais un accouchement par voie vaginale, un accouchement par césarienne, c'est pas la même chose. On perd tout ce qui se passe au niveau de la voie basse, tout ce qui se passe est en contact avec les bactéries, des bonnes bactéries. En fait, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que tout avait été bien fait. Non, mais tout avait été bien fait. Tout est une mécanique très bien huilée. On a tout déréglé. Des césariennes, des ci, des ça, des machins, on a instrumentalisé les accouchements, on est arrivé avec cet allaitement de synthèse artificielle. Enfin, en fait, on a tout foutu en l'air. Et le but, et c'est notamment ce qu'on discute au niveau de l'IHU, c'est quoi ? C'est de pouvoir reprendre une vie normale, reprendre la vie qui n'agresse pas votre intestin au quotidien. On va faire une étude pilote en Lorraine, je ne sais pas si on va y arriver, moi je vais devoir m'y mettre. Le premier, c'est de bien vivre, ne pas aller tout le temps au fast-food, faire du sport, reapprendre à vivre, et reapprendre à vivre comme on faisait avant, pour pouvoir préserver notre intestin. Tout se passe au début. L'exposition au tabac dans l'enfance, qu'on néglige parfois, tout ce qui se passe au niveau des bactéries. Vous voyez, la contamination au niveau vaginal du bébé, c'est hyper important pour protéger le bébé. Donc, si on veut avoir des stratégies de prévention, il va falloir agir très tôt. Et le professeur Jean-Frédéric Colombel vous en dira plus. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est bien établi. Quand on veut agir plus tard, sur les maladies et bien vivre, c'est souvent trop tard. Parce qu'il y a un petit déterminisme génétique, il se passe tout au début, et finalement, quand on agit à l'âge de 15, 16, 17 ans, il faut le faire, mais c'est souvent trop tard, et le patient a déjà tout cassé, et fait que sa maladie peut se développer. Alors, l'allaitement, je l'ai mis là-dessus parce que je trouve que c'est un bon exemple.
L'allaitement, quand on compare l'allaitement exclusif maternel, eh ben c'est génial. Non mais je veux dire, ce sont des choses bêtes. Mais est-ce que vos gynécologues vous en parlent pendant des jours et des nuits, tout ça, de la prévention primaire, votre médecin traitant? Ils n'ont pas le temps, c'est pas pour les blâmer, nous non plus aux consultations, c'est toujours, ça va très très vite. Mais le gros problème qu'on a, c'est qu'on devrait prendre le temps de la prévention primaire. Certains pays s'y sont mis, comme les pays scandinaves ou d'autres, ils sont partis dans ces stratégies de prévention primaire, des pays zéro carie, des pays zéro tabac. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. La Suède, la Norvège, ce sont des pays zéro tabac. Au niveau des dentistes, ce sont des pays zéro carie. Donc, si on a une vraie volonté, on peut y arriver. Et donc, ce que vous voyez, c'est que la diversité microbienne, tout ce qu'on apporte pour le bébé, pour le futur, ça se joue dès l'allaitement maternel, dès les premiers jours. Je trouve qu'on n'insiste pas assez dans nos politiques de prévention, où on est trop dans le traitement des maladies, même s'il y a plusieurs projets de prévention qui se lancent. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est, moi je le dis toujours à mes enfants, ils ne comprennent pas toujours, mais je leur dis toujours, il faut manger tout ce qui tombe au sol, il faut vivre avec plein d'animaux, il faut faire ci et ça, je suis presque à leur dire, il ne faut pas vous doucher 17 fois par jour, etc. Mais c'est la théorie de l'hygiène qui avait été d'ailleurs amenée à l'époque par le professeur Hugo, et elle est très importante parce qu'elle est maintenant confirmée dans des études épidémiologiques. C'est-à-dire qu'en particulier, l'exposition aux animaux domestiques dans l'enfance, ça vous permet que vous vivez plein de choses. En fait, il faut vivre plein de choses dans l'enfance. Plus vivre dans la bulle comme vivent certains enfants, il faut être exposé, la saleté, les mauvaises choses. Avant, il n'y avait pas ces maladies-là. Il y a des siècles. Ils ne vivaient pas dans les conditions, dans ces bulles d'hygiène qu'on a créées de folie, où tout le monde est sans arrêt en train de faire attention à être ci, à être ça, à laver ci, à laver ça. C'est de la folie. On a créé une société qui fait quoi que notre organisme n'est plus habitué à être en contact avec ces mauvaises choses. Dès qu'il est en contact, il crée une inflammation quelque part. Un psoriasis, un diabète, une inflammation de l'intestin. Donc c'est une catastrophe. Les animaux peuvent y participer, les animaux domestiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Alors, je vous ai mis cette diapositive et je l'ai mise côté vintage. Vous voyez qu'elle est en bleu. Vintage parce que c'est un truc qui a des décennies, qui a été confirmé et reconfirmé. Le tabac, c'est pas bon. On a le professeur Jacques Caunes qui a été un des papes sur ce sujet-là à l'hôpital Saint-Antoine. C'est très clair que, et c'est un truc qu'on ne comprend toujours pas vraiment, c'est pas bon pour la maladie de Crohn. Malheureusement, je ne devrais pas le dire, ou j'espère que cette partie-là ne sera pas enregistrée, mais ça diminue les symptômes quand un patient atteint de RCH fume. Bon, alors c'est toujours, on doit leur dire qu'il faut quand même arrêter parce qu'on en meurt du tabac, mais ça, c'est le facteur qui est le mieux établi. C'est le mieux établi. C'est très difficile quand on parle à nos patients, même si on leur explique qu'il ne faut pas fumer, vous avez une maladie de Crohn, votre maladie ira mieux, etc. Mais le tabac, c'est clair, mais le tabac, c'est pour... Une fois que la maladie est déclenchée, une fois que vous êtes adulte, on n'est plus dans les 1000 premiers jours, on est à un moment où il faut agir de manière importante chez nos patients. L'alimentation, on est tous convaincus que la solution est dans notre assiette. Ça, c'est sûr. Le docteur Arnon reviendra dessus, notamment sur le problème des aliments ultra-transformés. Encore des trucs où on nous a berné, en fait. L'industrie du tabac, l'industrie agroalimentaire. En fait, tout ce qu'on a créé qui ne servait strictement à rien, à part à détruire nos corps. On en est là à l'heure actuelle. Ça fait un peu mal au cœur de le dire, mais c'est exactement ça. Et dans la maladie de Crohn, on a enfin identifié les premiers régimes pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Que ce soit dans la rectocolite hémorragique, dans la maladie de Crohn, je ne vais pas vous montrer toutes les données. Il y a même des essais cliniques d'intervention qui ont été menés. Et on voit que quand on met des bons régimes, etc., des régimes méditerranéens, on peut améliorer cette inflammation-là, alors que le fait de ne pas manger, de manger mal, c'est une mauvaise chose pour les Mickey, mais ce sont des règles générales pour la santé en général. Je vous ai mis cette diapositive-là qui est complètement imbitable, juste pour vous dire quoi ? Juste pour vous dire, le but c'est justement de ne pas de la lire ou de la regarder, c'est pour vous dire qu'il y a quand même une recherche qui est énorme, très active, chez l'animal, chez l'homme. On essaye de disséquer, parce qu'on a des associations globales au niveau épidémiologique entre un environnement, facteur environnemental et une maladie. Donc on va vous dire, si vous faites plus ça, vous avez plus de ça. Mais le lien causal ne peut venir que de la recherche. Et c'est là où l'AFA joue un rôle prépondérant, parce que disséquer tous ces mécanismes, identifier tous les mécanismes qui font que mal vivre, ça crée une Mickey. Il faut qu'on ait des chercheurs qui s'impliquent. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qui est en train d'être réalisé. Et puis je vous ai mis 2 diapositives qui sont importantes. Viser un facteur environnemental, ça ne sert à rien. On ne changera rien. Donc on est dans l'heure des soins holistiques dans les Mickey, c'est ça qui sera hyper important. Il faut des approches centrées sur le patient où on va changer tout l'environnement.
C'est pas facile. Est-ce qu'on va y arriver à 10 ans, 15 ans? Est-ce que les patients vont être adhérents? Est-ce qu'ils vont le faire un mois et puis arrêter? Est-ce qu'ils vont le faire toute leur vie? Changer de vie, c'est pas facile, même si vous écoutez votre médecin, etc., qui vous le dit. Donc le but, c'est qu'ils fassent du sport, qu'ils dorment bien. Vous savez, le sommeil, ça a été le prix Nobel. Le sommeil, c'est un énorme problème au niveau de l'inflammation intestinale, hein. Il y a une corrélation très claire entre le sommeil et l'inflammation. Bien manger, avoir une activité physique. Enfin, il y a toute une liste qui est hyper importante. Les autres, le stress et l'alimentation de détail, c'est le professeur Tréton, Dr Arnon qui vous en parleront. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est un reset global. C'est un projet sur lequel on travaille au sein de l'IHU Infini, c'est réapprendre à vivre. C'est dingue qu'on en soit là, mais c'est exactement ça, c'est réapprendre à vivre normalement pour arrêter ces agressions quotidiennes sur notre intestin. Alors, il y a plein d'études en cours, c'est la bonne nouvelle. Aïe, les approches non pharmacologiques, donc il y a eu toutes les biothérapies, toutes ces choses-là, qui encore une fois ont changé la vie des patients. Il ne faut pas sous-estimer non plus, ça a été exceptionnel tous ces médicaments-là, mais les études sont en cours. Des études sur l'activité physique, des études sur la nutrition, toutes ces études-là, là, c'est plus juste, c'est bien de faire ci ou ça, c'est qu'il y a des essais cliniques qui sont en train de regarder ça et dont on aura bientôt les résultats. On en a déjà sur certains essais de nutrition et donc avec des résultats qui sont super intéressants. Et puis, la prochaine étape, ça c'est un papier qu'on vient de publier il y a quelques jours, sur lequel on travaille au sein de l'IHU Infini. Ce qu'on veut mettre en place, c'est les premiers essais de prévention dans les MICI. Donc c'est ce que je vous ai dit. C'est en fait, il y a la prévention tertiaire. La prévention tertiaire, si vous êtes malade, on va faire que vous viviez mieux. Il y a la prévention secondaire, c'est détecter la maladie tôt. Et puis il y a la prévention primaire, qui est empêcher l'apparition de la maladie. Et je crois que maintenant qu'on a une meilleure connaissance des facteurs environnementaux qui agressent notre intestin, il est temps de faire ça. Alors, ce sont des efforts qui sont énormissimes. Ça doit être fait à l'échelon d'une population. Il faut un suivi de 10 ans. Si c'est juste des petites études, on n'y arrivera pas. Donc, ce sont des essais, encore une fois, qu'on va essayer de faire avec une étude pilote en Lorraine, en voyant si on arrive, en faisant mieux vivre les gens, on va amener des repas, on va faire des restaurants pédagogiques, on va essayer que les gens remangent bien, qu'ils réapprennent à vivre, pour voir si on évite l'apparition de ces maladies inflammatoires intestinales. Donc, je crois qu'on peut y arriver. C'est un gros challenge, encore une fois, parce que c'est des patients qui vont bien. Quand vous dites à des patients qui vont bien, vous avez une chance sur je ne sais pas combien d'avoir une maladie, mais il faut changer de vie pour quelque chose qui n'apparaîtra peut-être jamais dans leur existence, c'est très compliqué. On a le problème avec le tabac, hein. Quand les gens fument, pourquoi tout le monde fume? On est un des pays dans le monde avec actuellement le plus haut taux de tabac en Europe, en France. Les chiffres sont catastrophiques. Et ben pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est soit le gouvernement dit on a une politique très dure, on y arrive, comme ça a été fait en Suède avec zéro tabac, soit c'est très compliqué de dire à des patients, ben vous fumez, peut-être qu'il vous arrivera un cancer, un truc et tout dans 10 ans, donc arrêtez. C'est très difficile de faire comprendre ça aux patients, et je le comprends à titre personnel, sinon on aurait tous une vie parfaite. Et puis pour finir, je vous ai parlé de ce qui est modifiable. Donc ça, c'est ce qui est modifiable, les facteurs environnementaux, mais il y a les facteurs environnementaux qu'on peut moins modifier à l'échelon individuel. C'est les facteurs, les polluants environnementaux. Dans les risques de Mickey, c'est un sujet très chaud. Il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent, on n'est pas les seuls. Le docteur Arnon aussi, au sein de l'équipe INSERM, travaille sur plusieurs projets à ce niveau-là. C'est vraiment un sujet chaud. C'est-à-dire qu'on est convaincu que notre mode de vie est catastrophique et que combiné à cet environnement, à cette pollution catastrophique, alors à tous les niveaux, hein, pollution, air, eau, les sols. Moi, je suis convaincu que la réponse, et c'est le projet qu'on est en train de monter, c'est à la fois dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Je ne crois pas que ce soit qu'à un niveau. Il y a le docteur aussi, Cohen Gower-Rousson, on est en train de monter un projet à ce niveau-là qui est, je trouve, assez marrant. Donc, les polluants, ça, c'est une vraie catastrophe. On l'a vu, c'était marrant quand il y avait le Covid. Moi, j'aimais bien quand il y avait le Covid, qu'on sortait plus. On revoyait l'eau qui était à nouveau normale. Vous savez, le ciel qui était à nouveau bleu. C'était joli. On revenait comme avant, comme quand j'étais petit. Donc, il y a un petit moment. Mais c'est assez marrant parce qu'on retrouvait ce bleu. On a redécouvert, en fait, ce qui était un bel environnement. Donc ça, c'est une catastrophe. Ça, malheureusement, c'est dans les mains de nos politiques. Je pense que tout le monde est au courant. Alors, chaque pays fait plus ou moins comme il peut. Pour les États-Unis, ils ont plutôt décidé que ce n'était pas forcément leur priorité. Pour des pays comme la France, je pense que des pays avec une telle culture, on s'y met. Vous savez, il y a plein de choses, plein d'événements
qui se mettent en place. Mais là encore, il faut une énorme volonté titre personnel. On le voit dans nos générations. Moi, j'ai mon voisin, je parle toujours avec lui, je suis impressionné pourtant qu'il fait des tonnes de choses. Il n'a pas pris l'avion depuis 10 ans, il a peu plus de ça. Enfin, il m'impressionne. Moi, j'en serais pour l'instant incapable. Mais il y a un effort individuel, mais également, là, c'est vraiment une politique globale. Si on fait ça, on va faire que les gens vivent mieux aussi. Parce que ça donne quoi aussi? Ça donne aussi des cancers, tout ça. Donc finalement, 50% des maladies sont évitables, que ce soit les maladies inflammatoires, les cancers. On peut faire quelque chose. Il est temps d'agir. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il y a un contexte sociétal. Je pense que tout le monde y est prêt. Je pense que tout le monde en a marre et que tout le monde a envie qu'il y ait un retour en arrière. On le sent. On le sent vraiment quand on discute avec les gens, la santé, le truc et tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 20 ans, c'était dans la main plutôt des gens qui étaient écologistes, ce qui est très bien. Et maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est dans la main de tout le monde, dans les mains de tout le monde, et tout le monde en est conscient. Donc moi, je reste persuadé qu'il faut faire quelque chose. Et il y a cette belle étude qui vient d'être présentée, que je trouve géniale, qui est une étude entre l'association entre l'agriculture, la biodiversité, les espaces verts au début de la vie. Vous voyez, tout est dit, quoi. En fait, si vous vivez à la campagne, que vous mangez bien, que vous avez une dizaine de chiens, et que vous êtes gentil avec vos parents, non, ça c'est pour mes enfants, et que vous faites toutes ces choses-là, eh ben, vous aurez un risque de développer des maladies inflammatoires qui va s'effondrer. Donc c'est pas non plus l'espace ou la planète où il faut aller vivre sur des planètes comme le font nos amis avec leur mission et tout. Il suffit de vivre à la campagne dans de bonnes conditions, manger un peu des fruits et légumes, faire tout ça, et vous évitez le risque de développer des maladies, encore une fois, au ddébut de la vie. Non, mais c'est, voilà, alors ça veut dire que ne vendez pas tous votre maison ou votre appartement à Paris ce soir, sinon ça va être le bordel. On va encore dire que c'est encore de la faute du professeur Perrin-Biroulet, mais il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça, je crois qu'il faut qu'on y aille, c'est notre devoir générationnel, et aussi on doit ça à nos enfants. Donc moi je crois que la journée mondiale de l'environnement, ça ne doit plus rester qu'une publicité. Ça doit rester vraiment maintenant un objectif de société, on doit tous se battre pour ça. Je pense qu'on peut y arriver. On y arrive petit à petit, des petits pas. Des petits pas, ça permet souvent de faire un grand pas pour l'homme. Donc allons-y, fonçons. Et nous, en tout cas, au niveau, je suis ravi encore une fois de dire qu'au niveau de l'IHU, on sera là pour vous aider, mais j'ai l'habitude de le dire, et Anne et Corinne le savent, et Chantal aussi, c'est que Nancy a pu créer un petit peu ce système intégratif, et on va pouvoir développer certaines choses, mais encore une fois, les métiers en France, moi, ce que je trouve extraordinaire en ayant, dans une vie antérieure, voyagé beaucoup pendant des décennies, heureusement beaucoup moins depuis quelques années. Quand je vois ce qui se passe dans les autres pays, etc., on a vraiment de la chance d'être en France, où tous les patients Mickey peuvent avoir accès à une super prise en charge sur l'ensemble du territoire, et pas uniquement au sein de l'IHU Infini. Et il y a des super chercheurs partout en France, et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis, on a l'AFA, donc sur ce, je vous remercie.